de performance RH et plus particulièrement sur les indicateurs en acquisition de talent. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, étant donné comme de quoi, on a juste une petite demi-heure devant nous, on va se présenter rapidement. Ensuite, on va parler des indicateurs en acquisition de talent et on va conclure tout ça avec une période de questions. Donc, qui je suis? Donc, je m'appelle Émy Ruel, je suis conseillère en analytique RH chez Cara depuis maintenant 7 ans. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne les organisations dans la mise en place, excusez-moi, de l'analytique RH et je m'occupe aussi principalement de tout ce qui est benchmarking en ressources humaines. Donc, si vous connaissez le baromètre RH, c'est moi principalement qui s'en occupe pour l'ordre des CRH. Je suis accompagnée aujourd'hui d'André Laforge. Vous la connaissez certainement. Donc, c'est ma vice-présidente expérience employée et chef de produit pour Cara. Donc, vous l'avez déjà sûrement vu en conférence ou vous avez sûrement lu également l'un des nombreux blogs qu'elle a écrit sur le sujet de l'analytique RH. Donc, elle est là avec nous ce midi, encore une fois, pour partager ses connaissances sur les indicateurs en acquisition de talent. Mais avant de commencer, voici un petit résumé des activités qui vont être à venir. Donc, tout d'abord, au courant de la journée, vous allez recevoir aujourd'hui un sondage de satisfaction. Donc, ça nous donne des pistes également pour trouver c'est quoi ça va être le prochain webinaire ou les prochaines activités qu'on va tenir. Donc, on vous invite également à y participer en grand nombre. Euh, Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je viens de voir Oui, un ben message oui, comme de quoi on oui, m'entend Amy, pas. on t'entend, là. OK, Sans- parfait. Je m'excuse pour la personne qui m'entend pas. Et finalement, également, la semaine prochaine, vous allez recevoir un courriel avec la présentation ainsi que le lien vers le vidéo qu'on va filmer en ce moment, ce midi. Et finalement, notre prochaine activité qu'on va avoir, on est heureux de vous l'annoncer aujourd'hui, ça va être un webinaire qui va avoir lieu le 27 avril prochain et ça va être sur les indicateurs d'absentéisme. Donc, mon collègue Gauthier va mettre le lien vers le formulaire d'inscription dans le chat. Donc, si jamais ça vous intéresse, on vous invite à y participer en grand nombre. Donc, voilà, André, sans plus attendre, je te partage le micro et ton écran aussi. Oh, OK. Fait que là, il faut que je partage. Je m'excuse. Je vais Je vais faire arrêter le mien. ça. Ouais, arrête le tien. Je vais partager. Bon. Fait que là, j'ai rien que perdu tout le monde. Ça sera pas long. Vous allez voir, je vais y arriver. Là, vous devez voir, vous voyez mon écran, Oui, oui, Amy? oui, puis je vais Oui. t'arrêter si jamais il y a des questions ou quoi que ce soit, comme d'habitude. OK, parfait. Super. Avant qu'on commence dans les indicateurs de performance en recrutement ou en acquisition de talent, il serait bien, là, avant de sélectionner vos indicateurs, que vous définissiez formellement c'est quoi votre processus de recrutement. Donc, c'est quoi chacune des étapes de votre processus? Comme ça, c'est plus facile ensuite de venir dire, ben OK, tel indicateur, ben on a besoin d'avoir de la donnée qui provient de l'affichage ou on a besoin d'avoir de la donnée qui provient de l'offre. Donc, c'est important de bien établir votre processus de recrutement au départ. Puis là, j'ai mis un processus de recrutement qui est quand même assez standard, tu sais, l'approbation de la réquisition, l'affichage, la présélection, la sélection, la vérification et l'offre. Mais vous pouvez peut-être, si votre processus de recrutement s'allonge jusqu'à l'accueil, bien, rajouter les étapes qui suivront. Fait que, c'est juste là pour mettre les bases, c'est important là, de bien établir son processus de recrutement en partant. Maintenant, si on commence avec les indicateurs de recrutement, j'ai mis 2 indicateurs importants, OK, que la majorité des organisations calculent. C'est le délai d'embauche et le coût par embauche. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les définir, ces indicateurs-là. On va voir les formules de calcul, puis on va voir aussi, Amy va poursuivre avec peut-être des benchmarks là, en lien avec ces indicateurs-là. Donc, le premier indicateur, c'est le délai d'embauche. Le délai d'embauche, c'est vraiment le temps requis pour pourvoir un poste dans votre organisation. Et ça, habituellement, on le calcule en jours calendrier. Donc, il faut compter les fins de semaine là, dans notre calcul. Et on va prendre habituellement la date d'acceptation de l'offre au candidat, moins la date d'autorisation de la réquisition. Cependant, quand vous n'avez pas d'ATS et vous n'avez pas ça, une date d'autorisation de la réquisition, dans votre système, bien, vous pouvez remplacer la date d'autorisation par la date d'affichage. Donc, quand on a ces deux dates-là, ça nous donne un délai qu'on divise, qu'on calcule pour chacune de nos embauches et on divise ça par le nombre total d'embauches qu'on fait et ça va nous donner notre délai moyen d'embauche.
quand vous allez voir, là, on a mis ISO à côté des indicateurs qui étaient dans la norme ISO. Donc, il existe une norme qui s'appelle le bilan du capital humain et cette norme-là existe depuis 2019 et définit une cinquantaine d'indicateurs de performance et le délai d'embauche est bien défini dans cette norme-là. Donc, c'est considéré comme un indicateur qui est intéressant et important à suivre. Maintenant, si on veut aller un petit peu plus loin que le délai d'embauche, parce que le délai d'embauche, ça va du début de votre processus à la fin du processus, mais il y a des organisations qui veulent pousser ça encore un peu plus loin et de mesurer les délais de chaque étape de leur processus. Ça permet ensuite de voir bien, sur quelle étape on passe le plus de temps et peut-être que à ce moment-là, on peut mettre en place un petit comité d'amélioration pour chacune des étapes. Ou peut-être mettre davantage de ressources sur une étape ou une autre. Donc, vous voyez, là, vous pourriez aller jusqu'à calculer bien, le délai à la présélection, le délai aux entrevues, aux vérifications, le délai à l'offre. Et on pourrait aller aussi un peu plus loin à aller calculer le délai de début de travail. Pourquoi ça peut devenir important de calculer le délai de début de travail? Habituellement, ça devrait être le délai que vous partagez avec vos gestionnaires, embaucheurs. Pourquoi? Parce que le délai d'embauche, c'est vraiment quand le candidat a accepté l'offre. D'habitude, là s'arrête le travail du recruteur, mais ensuite, il va y avoir un délai entre l'acceptation et le début du travail du nouvel employé. Et ça, bien, dépendamment du type de poste, du niveau hiérarchique du poste, bien, ça peut varier d'une semaine à des fois quelques mois. Donc, c'est important de peut-être bien définir les deux délais et de partager le délai de début de travail avec vos gestionnaires. Parce que si vous leur dites, ben moi, mon délai d'embauche, il est de 40 jours, mais que finalement, il y a tout le temps 2 semaines qu'il faut rajouter après, bien, vous ne créez pas d'attente là, envers vos gestionnaires embaucheurs. Maintenant, je vais laisser Amy vous parler là, du benchmark qui se trouve dans le baromètre. Oui, mais avant, il y a une question. Que peut-on faire lorsqu'un poste est comblé alors qu'il n'y avait pas d'affichage? Comment ne pas biaiser le délai d'embauche? Dois-je l'inclure? Ben, puis la question est bonne parce qu'on pourrait avoir là, des postes qui sont toujours ouverts. OK? Souvent, des organisations ont des postes qui sont toujours ouverts. Fait que là, moi, ce que je ferais plutôt, c'est peut-être pas le délai d'embauche, mais on veut mesurer quand même si on est bon dans notre processus. Bien, moi, j'irais la date, je prendrais la date du premier contact avec le candidat jusqu'à la date de signature de l'offre. Donc, ça, on vient mesurer. Puis là, on est plus dans un terme de processus. On vient voir si nos processus sont courts ou sont longs. Est-ce que, bon, j'ai eu le premier contact avec mon candidat, puis après ça, je ne sais pas, il y a eu 2, 3 entrevues, il y a eu un processus de vérification, de la négociation. Si on veut vraiment mesurer nos processus parce qu'on veut s'améliorer à ce niveau-là, bien moi, j'irais avec le premier contact avec le candidat. Ça peut être la même chose avec les postes qui sont ouverts en permanence dans les organisations. Et puis, il y a une autre question qui est découlée de ça aussi. Si le poste est finalement comblé à l'interne, est-ce Bien, qu'on on a... peut calculer un délai d'embauche interne, là. Moi, quand je parle de délai d'embauche, que ce soit un poste comblé à l'interne ou à l'externe, on devrait calculer le délai d'embauche moyen. Et là, on peut, si on est brillant et intelligent et qu'on est capable d'avoir cette donnée-là, c'est là qu'un outil comme Cara peut vous aider, bien, d'avoir le délai d'embauche interne et le délai d'embauche externe. Mais ça, il faut connaître vraiment la source de l'employé. Donc, tu aurais les deux indicateurs simultanément. Ben, c'est que tu as un délai total, tu as un délai moyen d'embauche total, mais tu pourrais diviser ton délai d'embauche total avec ton délai d'embauche interne puis le délai d'embauche externe. Oui. OK, parfait. Puis là, si on regarde le délai d'embauche, en ce moment, ce qu'on vous présente, ce sont des benchmarkings qui proviennent du baromètre RH et ce sont exclusivement des délais d'embauche externes.
Donc, là-dessus, il n'y a pas d'embauche interne qui ont été effectuées. Puis je tiens aussi à préciser que pour l'année 2022, on a mis un résultat, mais ce résultat-là, il est préliminaire. Donc, la date de fermeture en ce moment du baromètre RH est le 31 mars. Donc, ça va encore bouger un peu. Donc, est-ce que ça va être un petit peu plus ou un petit peu moins que le 59 jours qu'on vous présente? C'est possible. Mais là, ce qu'on a été surpris, c'est de voir qu'entre 2017 et 2022, ça n'a pas vraiment changé. Tu sais, il y a eu 2 jours de différence en moyenne dans le délai de comblement des postes. Le plus bas qu'on a eu, c'était en 2019 avec 54 jours. Puis là, veut pas, André puis moi, on en a parlé parce qu'on se disait justement dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre où on se dit souvent que c'est difficile de recruter des talents, comment ça se fait que la différence est si faible entre les dernières années? Puis on est justement venu au fait, comme André vous disait tout à l'heure, qu'il y a des postes qui sont plus difficiles à combler, puis que justement la réquisition demeure toujours ouverte. Donc, ça se peut comme de quoi l'affichage a été fait il y a 1 an et demi, puis que finalement vous embauchez des personnes au fur et à mesure, mais que vous ne fermez jamais cette réquisition-là. Donc, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas eu de vraie date d'affichage pour ces postes-là quand vous les mettez dans des outils comme le baromètre RH et qui vient justement dire que ceux-là, ce sont des postes, peut-être un peu plus généraux, je dirais un peu plus faciles à combler. Je dirais-tu ça de même, André? Tu sais, c'est ça. Tu sais, ce qu'on se rend compte là, dernièrement, c'est que le délai moyen d'embauche devient de plus en plus difficile à calculer pour les organisations, étant donné le fait que ce qu'Émilie expliquait, que il n'y a pas de date, on ne ferme pas les réquisitions. Des fois, on ne réussit pas à embaucher quelqu'un, donc le délai est infini. Fait que, tu sais, le délai moyen d'embauche a comme perdu un peu de son importance, je vous dirais, dans les dernières années. Cependant, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que 60 jours, habituellement, c'est le délai moyen. Fait que moi, je dis 60 jours depuis 2012, là. Fait que 60 jours, si vous êtes en bas de ça, tant mieux. Il y a des, tu sais, quand on est dans le commerce de détail, habituellement, c'est beaucoup plus rapide que ça. Mais si vous êtes là en service professionnel ou, euh, ou en finance assurance, 60 jours, c'est un bon, j'allais dire un gauge, c'est pas bon comme mot. J'essaie de parler vraiment français de ces temps-ci. Donc, c'est peut-être un bon barème à avoir 60 jours, là, à avoir dans la tête. Tu sais, on devrait viser d'être dans les 60 jours. Ah, fait que c'est moi qui continue. Ben M'excuse, oui. Mimi. Ben non, il y a pas de problème. Le coût par embauche. Euh, Le coût par embauche, ça, écoute, ce n'est pas un indicateur que vous calculez à tous les mois. Le coût par embauche devrait être calculé annuellement, je vous dirais, pour avoir une idée, écoutez, combien ça nous coûte chez nous pour embaucher un nouvel employé. Puis ça va vous servir, ça, le coût par embauche, pour vos budgets de recrutement. Donc, ce qu'on regarde, c'est le coût total de recrutement. euh, Puis on le divise par le nombre d'embauches. Ça aussi, c'est un indicateur qui est dans la norme ISO. Bon, je vous entends déjà, mais qu'est-ce qu'on inclut dans nos coûts totaux de recrutement? On a fait une liste là, des principaux postes que vous devriez aller chercher pour vos coûts de recrutement. Bien entendu, le salaire et les avantages sociaux du ou des recruteurs dans votre organisation. Si vous êtes une plus petite organisation, puis vous n'avez pas c'est des généralistes qui font le recrutement, bien, vous prenez le pourcentage de temps que ces gens-là passent sur le recrutement. Donc, il est possible une généraliste passe 50 en recrutement, puis un autre 50 sur d'autres tâches dans l'organisation, bien, vous prenez 50 de son salaire. Vous devriez aussi prendre le temps que vos gestionnaires embaucheurs passent dans le processus de recrutement. Ça devient peut-être un petit peu plus difficile à estimer, à moins que vous soyez très bon puis que vous ayez vraiment des feuilles de temps où le gestionnaire embaucheur vient rentrer vraiment le temps qui passe sur le recrutement. Mais là encore, vous pouvez passer avec une estimation. Donc, est-ce qu'il passe 10 de son temps sur le recrutement, le gestionnaire, ou est-ce que c'est 5 fait que ça va vous donner une idée du coût en lien avec le salaire et les avantages sociaux du gestionnaire.
Bien entendu, les coûts de déplacement, d'hébergement ou de repas en situation de recrutement, ça aussi, c'est important. Les honoraires de firmes de recrutement externe, ça, vous recevez une facture habituellement, fait que ça, c'est facile. L'affichage de poste et la publicité, les foires d'emploi, les montants payés selon le programme de référencement des employés. Donc, si vous avez un programme de référencement, il y a une prime qui est payée aux employés, c'est important de le mettre dans votre coût de recrutement. La vérification des antécédents, les tests de sélection, la formation et l'accueil des nouveaux employés. Ça, ça, c'est dans le cas où vous avez vraiment par exemple, là, il y a des postes là, que l'employé va passer un 4 semaines fixe en formation avant vraiment de pouvoir commencer son emploi. Mais ça, on devrait l'inclure dans le coût de recrutement. Le salaire du nouvel employé jusqu'à l'atteinte d'une certaine productivité. Ça, je trouve ça devient probablement plus difficile là, de calculer ça. Puis le coût et l'utilisation de la technologie. Ceux qui sont dans le baromètre RH, Amy, hein, on leur donne vraiment les coûts qu'on veut avoir dans le baromètre RH. Hein? Oui, exactement. On leur demande tout ça. La seule affaire qui manque dans le baromètre, c'est le salaire et les avantages sociaux du gestionnaire pour le temps passé. Qu'on ne le demande pas, hein, on ne le Oui, demande c'est pas. ça, parce que ça venait une information compliquée à aller chercher pour beaucoup de gens. OK. Fait que, peux-tu nous parler du benchmark? Ben oui, sans aucun problème. Puis là, encore une fois, je tiens à préciser que pour l'année 2022, ce sont des résultats préliminaires. Donc, ça risque de bouger encore un peu d'ici la première semaine d'avril. Ce qu'on a constaté, c'est que c'était vraiment stable pour les années 2017, 2018 et 2019. Donc, ça tournait toujours dans les alentours de 3800, 3900. C'était quand même assez stable. Et on a vu une augmentation en 2020. J'imagine comme de quoi les gens, veulent pas, avec la pandémie, ont changé leur façon de recruter. Il y avait aussi le contexte de télétravail, donc j'imagine que tout ce qui était lié à l'accueil du nouvel employé, donc faire parvenir du matériel à cet employé-là, tu sais, veut pas, son écran, son nouvel ordinateur, normalement, ça fait partie de l'accueil du nouvel employé. Donc, c'est inclus ici, là-dedans. Donc, il y a eu une augmentation à partir de ce moment-là. C'est demeuré veut pas stable en 2021, étant donné qu'on est demeuré pour la plupart en télétravail aussi. Et là, on voit une nouvelle hausse en 2022 pour l'instant, mais cette donnée-là n'est pas encore fixe. Donc, selon toi, André, qu'est-ce qui pourrait expliquer que 2022, il y a encore une fois une nouvelle augmentation à ce niveau-là? Oui, écoute, c'est que, de un, l'inflation, hein. L'inflation est venue Ben toucher oui. plein de monde, les augmentations, tu sais, fait que, bon, l'inflation est venue, c'est plus difficile de recruter. Fait que c'est pas, tu sais, c'est plus long, c'est plus difficile, c'est plus fait que voilà, c'est ce qui explique probablement cette augmentation-là. Il faut faire attention cependant, ça, c'est tout secteur d'activité confondu. Fait qu'il y a des secteurs d'activité où c'est beaucoup moins dispendieux que ça de recruter et il y a des secteurs que c'est plus élevé que ça, OK? Fait que ça, c'est la moyenne de tous les secteurs d'activité. Exactement. Puis là, il y a justement une question qui vient. Est-ce qu'on devrait faire une segmentation des coûts d'embauche en fonction des types d'emplois, si nous avons, par exemple, des emplois de commerce, des détails, C'est d'entrepôt? sûr. C'est sûr que ça serait mieux de faire ça. Le problème, c'est la donnée. OK? Bon, on le sait, il y a peut-être des recruteurs qui sont spécialisés dans votre organisation sur différents types de postes, mais est-ce qu'on est capable vraiment d'aller chercher tout tu sais, pour la technologie, par exemple, votre technologie, c'est la même pour tous les types de postes. Est-ce qu'on fait un pourcentage de la technologie qu'on affecte à chacun des types de postes? Ça peut devenir compliqué de le faire. Puis je me dis, moi, peut-être que si vous passez trop de temps à essayer de calculer votre coût par embauche, ben vous ne passez pas votre temps à faire d'autres choses. Fait que je ferais attention là, de vouloir être très, très, très précis sur le coût par embauche. Je pense qu'il faut avoir une idée générale combien ça nous coûte dans notre organisation par employé. Je pense que ça, c'est ce qu'il faut rechercher. Puis peut-être ensuite aller sur d'autres indicateurs qui sont plus critiques, là. Oui. Voilà. J'imagine OK. aussi que c'est intéressant aussi de combiner cet indicateur-là avec les autres indicateurs de recrutement, comme le délai. Normalement, plus ça te prend de temps, normalement, plus ça te coûte cher aussi. Est-ce que tu peux le combiner aussi avec le taux de rétention des nouveaux employés qu'on va voir un petit peu plus loin, puis se dire, ah, ben ça nous coûte plus cher que les autres, mais on a un Nos meilleur gens. taux de rétention, tu sais. C'est ça. Tu sais, le Ça coût part par un peu avec ça. embauche va vous coûter beaucoup moins cher que le coût du roulement.
OK? Habituellement, c'est ça. Fait que, tu sais, peut-être qu'on est peut-être mieux d'investir plus dans notre recrutement, mais qu'à la fin, on garde les gens, là. Fait que ça, tu sais, c'est là la beauté des indicateurs, c'est qu'on peut, faut pas rien que se focusser sur un seul indicateur, mais sur plusieurs pour aller voir les liens qu'on peut faire avec ces indicateurs-là. Un autre indicateur qui est le fun et intéressant à calculer, c'est le nombre de jours vacants des postes clés. Pourquoi on parle de postes clés ici? C'est qu'on n'ira pas, les postes dans votre organisation n'ont pas toutes la même valeur, OK? La même valeur ajoutée pour votre organisation. Fait que c'est tout le temps mieux de mettre l'emphase sur vos postes clés ou vos postes critiques. Et là, on vient regarder quand la chaise est vide, jusqu'à temps qu'on réussisse à combler. Fait que ça, on n'est pas nécessairement dans le délai d'embauche. On est vraiment chaise vide jusqu'à chaise comblée. On vient regarder ça pour nos postes clés. Pourquoi on voudrait venir faire ça? C'est que on peut venir calculer le coût d'une chaise vide. Et ça, le coût d'une chaise vide, là, vous aide à estimer les dollars perdus par votre organisation chaque fois qu'une chaise est vide. Et ça vous aide au niveau du recrutement à venir démontrer que votre équipe d'acquisition de talent est une équipe qui fait une bonne job parce qu'on veut minimiser ce coût-là, le coût des chaises vides. Et comment on peut faire pour estimer ça? Je vous ai fait un petit exemple ici. Puis là, ça demeure une estimation, mais dites-vous que c'est toujours mieux d'arriver avec une estimation que d'arriver avec rien. Donc, pour estimer les dollars perdus, on prend les revenus de l'organisation et on le divise par le nombre d'employés. Fait que ça va nous donner le revenu par employé. Fait que là, j'ai fait un petit exemple. Là. On a 100 millions de chiffre d'affaires, on est 542 employés. Ça nous donne un revenu par employé de 184 000 Ce revenu-là, par employé, c'est un revenu annuel. On le divise par 365 jours pour avoir un revenu par jour. Et là, ben, on prend ensuite le nombre de jours vacants pour un poste clé et on multiplie ce revenu par employé par jour par le nombre de jours perdus et ça nous donne pour un poste clé, par exemple, là, on avait 42 jours où la chaise était vide, bien, ça nous donne les dollars perdus à 21 230 Fait que ça nous aide à venir justifier souvent le fait de vouloir investir dans le recrutement, de vouloir investir dans un recruteur de plus ou de vouloir avoir un nouvel outil qui nous permettrait d'être plus productif. Fait que voilà là, une façon de vous aider à venir justifier en termes de dollars le travail qui est fait en acquisition de talent. Un autre Il y a indicateur quelqu'un qui dit sauf qu'on Oui, ne travaille pas 365 jours par année. Que ouais, ça serait mieux mais de calculer sur les jours ouvrables. non, pas nécessairement, là. Ben, vous pouvez le faire, là, mais regardez, tu sais, dans une année, il y a 365 jours, mais les délais d'embauche, on les calcule quand même quand vous ne travaillez pas, là. Fait que c'est la même, il faut avoir la même logique, là. Fait qu'on le calcule sur 365. Si vous voulez le calculer sur les jours ouvrables, calculez-le sur les jours ouvrables. C'est rien qu'il faut le calculer tout le temps de la même façon. C'est tout. Rétention des nouveaux, ça vient vraiment mesurer le pourcentage des employés qui seront toujours là à la fin de la période. Hey, mon Dieu, on achève, il reste 5 minutes. Oh, bon, hein, on finira pas. Donc, le taux de rétention, voilà la formule. Le taux de rétention des nouveaux, pourquoi on voudrait calculer ça? Ça reste quand même un indicateur qui n'est pas nécessairement dans le recrutement, mais dites-vous, si vous êtes un bon recruteur, vous voulez que l'employé soit toujours là au bout d'un an, OK? Fait que je vais vous laisser, Amy, vous parler là, du taux de rétention qui est dans le paramètre RH. Oui, donc le taux de rétention, on peut l'interpréter comme étant la possibilité qu'un employé va rester plus d'un an au sein de l'organisation. Ce qu'on voyait dans les années 2017-2018, ça s'approchait vraiment de 79 une légère augmentation également en 2019. Et là, on a vu une augmentation quand même, puis là, on le voit que ça a l'air marqué, là, veut pas, en 2020, 82,2 Pourquoi?
Ben là, encore une fois, il y a eu la pandémie. Les gens se sentaient insécures par rapport à quitter leur travail. Est-ce qu'après ça, je vais changer puis que finalement l'entreprise va fermer ou elle va mettre ses employés à pied, ce genre de situation-là. Donc, les gens n'avaient pas nécessairement envie d'être un nouvel employé quelque part. Donc, les nouveaux employés avaient plus tendance également à rester. Par la suite, finalement, on revient un peu plus vers un taux à la normale dans 2021, donc autour de 80. Et finalement, 2022, on voit vraiment une diminution quand même assez drastique, donc 75,9. Mais encore une fois, ce sont des résultats préliminaires, donc je tiens à le dire, ça risque encore de bouger. Peut-être que ça va augmenter encore un peu d'ici le début du mois d'avril. Merci. Euh, Finalement, l'indicateur le plus important qu'on devrait mesurer dans une équipe de recrutement, c'est vraiment la qualité d'embauche. Et cet indicateur-là, ça reste un indicateur personnalisé. Euh, on vous présente ici une façon là, de calculer la qualité d'embauche. On vient mettre en place 4 indicateurs: le taux de rétention des nouveaux, la performance du nouveau, la satisfaction du gestionnaire envers le nouveau, puis la satisfaction du nouveau relativement à son travail. Comment on fait pour calculer ça? Le taux de rétention, on vient de vous l'expliquer. La performance du nouveau, c'est va avec vraiment la première évaluation de performance de l'employé. Est-ce qu'elle est faite avant la fin de la période de probation ou est-ce qu'elle est faite au bout d'un an? Ça dépend de vos processus. Mais on prend cette performance-là et on la ramène en pourcentage. La même affaire pour la satisfaction du gestionnaire et la satisfaction du nouveau relativement à son travail. Ça, c'est fait par un sondage. Pour le nouveau, on fait habituellement ça durant le sondage d'accueil. On vient lui poser la question: est-ce que vous êtes satisfait de votre nouveau travail? On prend cette question-là, on ramène le résultat sur 100. Et la même chose avec le gestionnaire. Pour aller vite, je vais vous montrer un endroit où on l'a implanté chez un client. Eux, ils s'étaient donné d'avoir un indice de qualité d'embauche de 90. Et là, les sources de données, ben, c'est bien entendu le taux de rétention, ça vient du système d'information RH. Le sondage d'intégration, pause qu'ils avaient dans leur organisation qui était fait, on venait chercher la satisfaction du nouveau. Et dans la gestion de la performance, on venait chercher la performance du nouveau. Donc, on prenait seulement trois variables. On a laissé tomber la satisfaction du gestionnaire parce qu'on disait qu'on la retrouvait dans la performance du nouvel employé. Et là, on pouvait même venir mettre une pondération parce qu'on savait que le taux de rétention et la performance, on voulait que ça ressorte plus dans notre indicateur. Donc, on venait mettre une pondération de 40 pour le taux de rétention, 40 pour la performance du nouveau, et le dernier 20 était pour la satisfaction du nouveau. Voilà. OK. Fait que c'était pour, les indicateurs de recrutement pour aujourd'hui. Bien entendu, il y en existe encore beaucoup d'autres, puis d'autres très intéressants aussi. Mais ceux-là, c'était ceux-là qu'on vous recommandait de suivre. Donc, la prochaine étape pour aujourd'hui, vous allez recevoir le courriel, comme je vous disais tout à l'heure, comprenant le lien vers, le sondage de satisfaction. La semaine prochaine, vous allez également recevoir, la présente présentation ainsi que le lien vers, le webinaire aussi, si jamais vous voulez le revisionner. Et finalement, notre prochaine activité va avoir lieu le 27 avril prochain. Donc, on vous invite, à vous inscrire en grand nombre sur notre webinaire, sur les indicateurs d'absentéisme. Donc, merci à tous pour votre présence et on demeure disponible encore quelques minutes si vous avez des questions. Il y a quelqu'un qui a une question, on dirait. Si vous aimez J'en ai vu ouvrir une votre. Oui. passer aussi, tout à l'heure, mais on était déjà rendu un petit peu plus loin. C'était par rapport au délai d'embauche. Est-ce qu'il se pourrait que le délai d'embauche ait été affecté par la tendance émergente des embauches de profils atypiques? Peut-être. Peut-être, là. Je veux dire, le délai d'embauche, il n'a pas bougé tant que ça, là. Non, c'est ça. Est-ce que ça pourrait être parce que justement, on vient chercher un profil atypique que ça n'allait pas allonger? Peut-être. Peut-être. Faudrait avoir plus de données là-dessus. Il n'y a pas d'autres questions? Non, on les a posées